Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 24 février 2024 et nous avons le plaisir une nouvelle fois de nous retrouver avec vous pour un échange. Assez souvent, nous vous avons appelé votre attention en vous disant que nous tenions compte de l'actualité. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a une actualité qui a fortement retenu notre attention. C'est ce qui se passe au Sénégal, avec une question forte, selon notre appréciation. Au Sénégal, le droit s'est dit. Qu'en est-il de la situation au Congo? Et c'est extrêmement important. Nous avons choisi ce thème parce que il y a quelque temps, vous avez suivi que le président Macky Sall avait annoncé l'annulation du décret qui convoquait le corps électoral de l'élection présidentielle qui devait normalement avoir lieu le 25 février. Et suite à ça, il avait également annoncé la tenue d'un dialogue national pour aller vers la préparation d'un scrutin plus inclusif et plus crédible. Mais vous avez suivi également que les voix se sont élevées, non pas seulement au Sénégal, mais à travers le monde, y compris dans certains pays, dans certaines institutions, pour estimer que cela ne pouvait pas se faire et qu'il fallait se conformer au respect constitutionnel. Et c'est souvent un débat que nous avons au Congo. En ce qui concerne le Sénégal, nous dirons également de façon brève que la Cour constitutionnelle a annulé le texte de l'Assemblée qui reportait l'élection pratiquement au 15 décembre. Beaucoup de Congolais sont restés admiratifs. Ils se sont dit, le droit a été dit. Parce qu'au Congo, on est encore très loin de vivre cette situation. Et c'est pour ça que nous nous sommes posé la question de savoir. Au Sénégal, le droit a été dit. Qu'en est-il du Congo? Qu'en est-il de la situation du Congo? Pays qui se caractérise par une grande instabilité constitutionnelle. Pour évoquer et avancer dans ce débat, j'ai choisi de faire un petit rappel historique. Je n'irai pas trop loin. Je vais me référer à l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002, qui devait permettre normalement qu'on relance, sinon qu'on aille vers la restauration de la démocratie dans notre pays. Mais beaucoup de Congolais n'ont pas fait attention à ce qui s'est passé dès le départ. On aurait pu dire de manière franche que le Congo est mal parti. Pourquoi le Congo est mal parti avec la Constitution du 20 janvier 2002? Parce qu'en réalité, au moment où on installe l'Assemblée, au moment où on installe le Sénat, au moment où le président de la République prête le serment, on a eu le sentiment que ce soit les gouvernants, que ce soit les acteurs politiques, ils ont oublié un aspect extrêmement important. C'est l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, parce que cet article disait clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Et il a été ajouté, parce que c'est important pour ce qui concerne la Constitution du 20 janvier 2002, que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi. Donc, vous voyez que c'était un moment extrêmement fort. Mais pourquoi je dis que le Congo est mal parti? Mais parce que dès le 14 août 2002, au moment où le président de la République prête serment, on constate que ni l'Assemblée, notamment son bureau, ni le Sénat, ni la Cour constitutionnelle, sinon la Cour suprême qui devait jouer le rôle de la Cour constitutionnelle, n'avait véritablement aucun de ses responsables n'avait déclaré son patrimoine. Ce qui veut dire que on commence à appliquer la nouvelle constitution en la violant. De sorte qu'on peut se rendre compte que et le président de l'Assemblée, et le président du Sénat, et le président de la République lui-même sont rentrés en fonction sans faire
la déclaration de patrimoine. Alors, ça me fait penser à des déclarations sur lesquelles je reviens assez souvent. Vous vous souviendrez de celles que j'évoque en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, à savoir que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Donc, vous voyez, d'entrée de jeu, on constate ce phénomène et que c'est extrêmement important. J'ajouterai à cela ce que le président Denis Sassou Nguesso lui-même a dit, et je ne rappellerai pas les circonstances, je dirais juste qu'il avait déclaré que jamais, jamais, je n'accepterai que la Constitution ne soit violée. Et lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Donc, avec ce mauvais départ, il faut voir comment on a évolué au Congo et il faut que les Congolais aient pleinement conscience de la situation telle qu'elle se présente. Mais après avoir fait ce rappel, je rappelle que malgré tout, tout semblait bien aller. Et on a découvert, lorsque le président Sassou a écrit son livre Parler vrai pour l'Afrique, qu'il y avait une volonté au niveau des dirigeants, des gouvernants, de respecter les lois et règlements de notre pays, au-delà de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce livre, il révèle, répondant à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il était réélu en 2009, si ce serait son dernier mandat. Et il répond clairement en disant, en tout cas, ça sera mon dernier mandat. Parce que la Constitution stipule qu'un président ne peut exercer plus de 2 mandats. Et on a continué. Finalement, plus tard, les Congolais vont découvrir, à travers le livre de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, que le président Sassou avait envoyé un émissaire auprès de Jean-Louis Debré, avec pour raison essentielle de voir comment on pouvait modifier la Constitution pour lui permettre de se maintenir au pouvoir. Vous voyez bien qu'entre 2009 et 2014, il y a quelque chose qui a dû se passer pour qu'il y ait ce qu'on peut appeler un revirement. On a semblé passer d'une situation de volonté de respecter les dispositions de la Constitution à une situation où on voulait changer les règles du jeu pour se maintenir au pouvoir. Et tout le monde connaît, on peut se référer à ce livre. La réponse de Jean-Louis Debré, après avoir consulté notre Constitution, est claire. Cela n'est pas possible si on veut respecter la loi. Parce qu'effectivement, la Constitution du 20 janvier 2002, au niveau de l'article 185 alinéa 3, disait clairement que la forme républicaine, le caractère laïque de l'État et le nombre de mandats du président de la République ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque révision. Et on a continué. Maintenant, les Congolais se sont rendus compte qu'il y avait une volonté manifeste des gouvernants d'agir pour changer la Constitution et se maintenir au pouvoir. Et ils ont changé de stratégie pour contourner ce que Jean-Louis Debré avait donné comme avis. En faisant quoi? Ben, on a assisté en juin 2014 à ce que l'on a appelé l'Organisation des consultations politiques nationales. Après ces consultations, on a assisté à l'organisation de ce qu'on a appelé dialogue de CBT, qui en fait avait pour principal objectif de donner l'assentiment pour qu'on aille au changement de constitution. Mais ce qui m'a surpris, surtout au niveau du dialogue de CBT, c'est que cette démarche qui était fortement soutenue par les gouvernants et les acteurs politiques ignorait totalement les dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine qui condamne, qui rejette tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. De la même façon, la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, qui, en ce qui la concerne, a déclaré clairement, a énoncé clairement que tout amendement ou toute révision
des constitutions ou des instruments juridiques portant atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions. Vous comprenez que lorsqu'on se retrouve en 2014, le président s'assoit avec son passé. Il avait déjà fait pratiquement 12 ans de pouvoir jusqu'à la conférence nationale. Il avait déjà fait pratiquement 5 ans de transition, ça faisait déjà 17 ans. Il avait déjà fait un premier mandat. Donc, il était au-delà d'une vingtaine d'années et les Congolais espéraient que ce soit l'alternance démocratique. Donc, alternance entendue, pas nécessairement en termes d'opposition, mais même au sein de son propre parti. Parce que ce qui se faisait trouvait à suffisance que son parti ne pouvait pas présenter un autre candidat en dehors de lui, ce qui est quand même un constat qu'il faut déplorer. Donc, on a suivi cette situation et on s'est dit, mais comment on va s'en sortir? Je vous rappelle qu'à cette occasion, la société congolaise a été divisée en deux blocs. Ceux qui soutenaient le oui, c'est-à-dire qu'on pouvait aller au changement de constitution, et le bloc auquel j'appartenais, ceux qui déclaraient qu'on ne pouvait pas changer la constitution. Évidemment, ça a donné lieu à des situations extrêmement difficiles. Je préfère ne pas parler du bilan que nous avons connu, surtout en termes de perte de vies humaines, et je tiens à rendre hommage à toutes ces victimes, particulièrement les jeunes, qui ont payé un lourd tribut de cette démarche. Et on a continué, on a continué. Maintenant, par la suite, après qu'il y ait eu ces consultations nationales qui semblaient faire apparaître que c'était le peuple qui demandait que le président Sassou continue à exercer le pouvoir, c'est-à-dire qu'on était incapable de trouver une autre personnalité en dehors du président Denis Sassou Nguesso. Mais évidemment, le dialogue de Sibiti n'a fait que suivre la même position. Et puis finalement, on est arrivé à quoi? On est arrivé, je crois, si je mes souvenirs sont exacts, c'est le 14 septembre 2015 que le président Sassou saisit la Cour constitutionnelle pour demander s'il est fondé en droit, s'il a en droit de se fonder sur l'alinéa 3 de l'article 110 de la Constitution du 20 janvier 2002 pour organiser un référendum en vue de faire évoluer les institutions. Parce que beaucoup de Congolais ne savent pas quelle est la formulation qui a été utilisée. Et là-dessus, nous avons un document de la Cour constitutionnelle sur lequel nous allons revenir. Alors, la Cour constitutionnelle, évidemment, a répondu de façon affirmative en disant oui, le président de la République est en droit de se fonder sur l'alinéa 3 de l'article 110 pour organiser un référendum en vue de faire évoluer les institutions. Mais cet article 110, il ne faut pas qu'il apparaisse comme mystérieux. L'article 110 dit en fait quoi? Il dit, l'alinéa 3 dit, il, c'est-à-dire le Parlement, a l'initiative de l'organisation des référendums concurremment avec le président de la République. Il y a une question immédiate qui vient à l'esprit. Est-ce que faire évoluer les institutions correspond à vouloir changer la disposition, sinon faire sauter le verrou au niveau du nombre des mandats? C'est une question sur laquelle on est toujours resté assez vague, mais qui doit être clarifiée. Parce qu'avec la suite des événements, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été clarifiées. Je vous ai déjà dit aussi qu'on a pu noter que dans cette démarche, même au niveau de la Cour constitutionnelle, on n'a pas tenu compte des dispositions et de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la charte africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance. Donc, voilà un peu le tableau brossé. Maintenant, la situation se présente comment? Ben, il y a eu l'évolution des choses. Les débats ont évolué avec ce qui s'est passé dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment
au Burkina, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Niger, avec ce qui s'est passé en Guinée, avec même ce qui s'est passé au Tchad et après en Guinée, au Gabon plutôt. Les choses ont évolué. Et puis finalement, les débats qui ont eu lieu ont permis, même au niveau de l'Union africaine, de déclarer clairement que les changements anticonstitutionnels, les changements de constitution étaient en fait des coups d'État. Et la remarque qui a été faite, c'est qu'ils n'étaient généralement pas condamnés. On se rappellera de cette belle phrase du président Ouillard et d'autres qui justifiaient même l'organisation, sinon la manifestation des coups d'État militaires par le fait qu'on tolérait ces changements institutionnels de constitution et ce n'était vraiment pas une bonne chose. Et sur cette évolution du débat, c'est lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies que les gens ont suivi une déclaration très forte du président de la transition de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, qui a dit clairement. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Et ça interpelle les Congolais, parce qu'il faut que nous nous rendions compte que vouloir bloquer l'alternance démocratique, c'est un des aspects qui préoccupe maintenant le monde entier et on peut avancer. Je crois également que la dernière expérience vécue par le président Macky Sall au Sénégal illustre clairement des choses, mais a fait ressortir quelque chose qui est extrêmement important. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles d'être faites si vous avez des institutions qui sont fortes. C'est d'ailleurs le président Barack Obama qui avait déclaré que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique avait besoin des institutions fortes. Maintenant, en ce qui concerne notre région, notre sous-région, notamment l'Afrique centrale, on est resté très silencieux pendant longtemps. On est resté silencieux pourquoi? Curieusement, les populations n'ont pas souvent été intéressées par ce débat, qui est un débat fondamental, qui est un débat structurel. Et dans cet espace de l'Afrique centrale, notamment dans la zone CEMAC, il faut reconnaître que c'est la zone où les dirigeants à la tête du pays ont mis le plus du temps, même si du point de vue du bilan, même si du point de vue du bilan, on se rend compte que les populations sont, elles, plongées dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Ce qui veut dire que la longévité au niveau du pouvoir n'a fondamentalement pas résolu le problème de la résolution du problème de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais ce qui a surpris au niveau de la CEMAC, c'est que lorsque il s'est produit ce qui s'est produit au Gabon, qui a eu lieu après ce qui s'est passé au Tchad ou au plan mondial, on a vu comment les choses se sont passées, faisant apparaître qu'il y avait dans cette situation, selon l'appréciation, une situation de deux poids, deux mesures. Mais au niveau de la CAC, quand les gens se sont réunis, ben, ils ont demandé le retour dans un bref délai du Gabon à l'ordre constitutionnel. Et le Gabon a réagi un peu en disant, bon, ben, c'est bien. Mais c'est que la plupart se sont maintenus grâce au tripatouillage des constitutions. Et eux aussi, ils devraient penser à un retour à l'ordre constitutionnel. Donc voilà, brosser la situation de façon globale. Maintenant, de façon synthétique, et je l'ai assez souvent dit, je peux relever, on ne va pas faire beaucoup de discours là-dessus, le premier point, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le président Denis Sassou Nguesso est en situation
délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Je vous rappelle à ce propos d'ailleurs qu'il est président du Parti congolais du travail en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et c'est un aspect extrêmement important qui montre qu'il y a une impunité qui est tolérée, qui est gérée, qui est même soutenue. Et j'ajouterai à ça le troisième point. Le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le Premier ministre. Le Premier ministre aime à parler de l'élection de 2026 et il semble qu'il se bat déjà pour que le président Denis Sassou Nguesso soit candidat. Mais il faut régler un certain nombre de problèmes fondamentaux. Ils savent qu'il faut, ne serait-ce qu'à ce niveau, penser à revenir à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire faire en sorte que et le Parti congolais du travail soit en conformité avec la loi et que le président Denis Sassou Nguesso ne soit pas président du Parti congolais du travail. Maintenant, le quatrième point. Tout ça rejaillit sur l'organisation des élections. Quand on regarde notre système d'organisation, il y a deux remarques à faire. La première remarque, et je l'ai souvent soutenue, depuis 2002, aucune élection libre, démocratique, transparente et crédible n'a été organisée au Congo. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, tenant compte de ce que les gouvernants, les dirigeants ne sont pas en conformité avec la loi, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, toutes les élections qui se sont tenues au Congo, pour la plupart, se sont tenues dans l'irrespect total des lois et règlements de la République et dans le déni de la démocratie. Et c'est une situation extrêmement préoccupante. C'est ça qui m'amène à dire qu'au Congo-Brazzaville, il faut qu'on ait le courage d'organiser le débat et de dire la vérité aux Congolais. Moi, je vais vous dire ma vérité. Ma vérité, c'est que le changement de constitution en 2015 a été un coup d'État. Et si c'est un coup d'État, il faut penser à revenir à l'ordre constitutionnel. Si vous ne revenez pas à l'ordre constitutionnel, il vous sera difficile d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Ce débat, on doit l'avoir, je pense. J'entends des voix s'élever pour parler de l'élection de 2026 parce que ça se pointe dans 2 ans, il faut commencer à prendre des dispositions, mais il faut clarifier les choses. Pour les Congolais qui pensent comme moi, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est ça la vérité. Si on revient à l'ordre constitutionnel, le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2026. Et c'est un problème capital et fondamental pour ce pays. Le dire dans ce pays apparaît comme un crime de lèse-majesté. Mais les Congolais ne vont pas continuer à se taire sur les problèmes fondamentaux qui concernent la vie de notre pays, la vie de notre bien commun. Parce qu'en nous taisant, nous contribuons à l'enfoncer dans le chaos, à l'enfoncer dans le gouffre. Et je crois qu'il est tombé si bas dans le gouffre qu'il faut maintenant agir pour relever tout ce qui se passe. Donc, chers téléspectateurs, j'ai tenu à partager avec vous cette vision. Je crois que les Congolais ont été très admiratifs de suivre ce qui s'est passé au Sénégal, où après l'annonce, sinon la déclaration du président Macky Sall, les voix se sont élevées. On a entendu les intellectuels, on a entendu la société civile, on a entendu le Sénégalais lambda s'exprimer parce qu'il s'agit d'un problème d'intérêt général. Il est bon aussi au Congo que nous arrivons à ce niveau. Nous ne devons pas vivre dans la peur. La Constitution garantit la liberté d'expression. Et il n'y a aucune raison, que nous sacrifions notre bien commun qui est le Congo parce que soi-disant on a peur, parce que soi-disant on ne veut pas prendre position. En ce qui nous concerne, je prends mes positions, mais je suis prêt à débattre sur ce que je viens de dire. Et si un plateau
peut-être réservé pour qu'on ait le débat. Bien sûr, j'en prendrai part. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu vous partager un peu cette vision qui mérite, à mon avis, qu'on ait des débats là-dessus. Mais je ne veux pas être méchant, mais quand je vois ce qui se passe au Sénégal en termes de droit, et quand je reviens dans mon propre pays, je ne serai pas méchant, mais j'ai le sentiment, et je peux dire qu'en ce qui concerne le droit, le Congo apparaît comme une jungle, et il n'est pas normal que les gouvernants qui devraient être exemplaires soient dans une situation difficile en ce qui concerne les violations dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, je vous remercie pour votre aimable attention et je pense que nous allons veiller à ce que nous ayons toujours notre rendez-vous. Les sujets, ils sont là, ils sont nombreux. Vous pouvez parfois en proposer et j'espère que nous nous retrouverons samedi prochain pour un autre échange sur un sujet que je jugerai extrêmement important. Merci beaucoup. À bientôt et à la prochaine.